Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Là où vous vous trouvez, moi ça va très bien, j'ai passé un bon week-end très actif. J'étais notamment dans le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence, où on donnait une conférence avec mon ami David Tan autour de comment vieillir en bonne santé, un vaste sujet. Et puis on en a profité notamment pour avancer sur nos projets respectifs, sachant que bientôt je pourrai vous en parler. On a hâte de vous en parler. Là, on est 4 sur le projet avec Maxime, Émilie et David. Et ça va être génial. En tout cas, on avance très très bien, je suis très content. Et puis, c'était sympa aussi de rencontrer ce public qui était venu sous cette thématique. Moi, habituellement, j'interviens plutôt autour du bonheur, de la connaissance de soi, de la gratitude, de l'éducation. Et pas souvent quand même autour de vieillir en bonne santé, mais du coup, ouais, c'était très sympa de pouvoir échanger là-dessus, ça m'a donné plein d'idées. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on est en train d'avancer, ça me fait penser au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? On avance sur la programmation, sur les exposants. Ce congrès va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous avez envie de venir, la billetterie est déjà en ligne, donc n'hésitez pas. Vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez directement sur le site. La place est limitée à 500 personnes. Il y a plus de 130 places, je crois, déjà qui sont parties. Donc surtout, si vous voulez venir, ne tardez pas trop. Je sais que voilà, plus les jours passent et plus on se rapproche de la date et plus les places partent rapidement. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée pour notre première édition. C'était en 2023. C'était aussi à Arcachon. On y retourne parce que ce palais est magnifique et notamment il donne face à la plage. Et donc, notamment pendant les pauses déjeuner, on peut aller se baigner. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, je vous montre la vidéo et on se retrouve tout de suite après avec Ombline. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc, on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. C'est donc le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Vous pouvez prendre vos places. Aujourd'hui, on va discuter avec Ombline Baker, qui a notamment, pas que, va nous expliquer et écrit un livre sur le leadership spirituel. Je vais vous montrer la photo de la couve de son bouquin. Le guide pratique et initiatique pour allier entrepreneuriat et spiritualité sont des sujets qui me parlent beaucoup. Je vais faire apparaître Ombline tout de suite. Salut Ombline. Il y a ton micro qui est coupé. Je me suis dit que j'allais l'oublier. Ouais. Bonjour Julien, merci de ton invitation. Je t'en prie, tu vas bien ? Super bien. Et toi ? Ouais, impeccable, ouais. Très excitant tout ce qui se passe là en ce moment. Oui, j'entendais ça, puis du coup, t'étais pas très loin. Si j'avais su, je serais venue à Aix. Ah ouais, je sais pas. Un bel événement. Ouais, je suis à 45 minutes d'Aix.
Ah ouais, ok. Ah ouais, c'était très cool. Surtout que c'est un sujet, tu sais, qui nous concerne un petit peu tous quand même, de vieillir en bonne santé. Et il y a des outils qui nous le permettent. On est très inspiré avec David sur les zones bleues. Je ne sais pas si tu connais ces zones bleues qu'il y a dans le monde. Ce sont des zones qu'on a répertoriées. Pardon ? Je ne connais pas. En fait, c'est des zones qui ont été répertoriées il y a un petit moment où il y a le plus de centenaires. Des personnes âgées. Au Japon, par exemple, cette fameuse île au Japon, là. Exactement, Okinawa. Ouais. Et c'est des personnes qui vivent jusqu'à 110, 115 ans, voire 120 ans pour la doyenne, qui continuent à faire du cheval, par exemple, tu vois, qui continuent à danser, à avoir une activité. Et c'est très inspirant, je trouve, parce que dans ces 6 zones qui sont réparties dans le monde, la plupart, qui se connaissent pas, bien évidemment, ont les mêmes habitudes de vie. Et donc, ça nous montre quand même que c'est possible de vieillir en bonne santé. Donc voilà, donc on s'intéresse à tout ça. Alors, Ambeline, nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, en fait, le temps passe vite, mine de rien. C'était à l'époque, notamment, où j'organisais des rencontres de thérapeutes. On s'était rencontrés plusieurs fois en Suisse, parce que je venais en Suisse. Et puis voilà, on a gardé le contact. À un moment donné, tu m'as invité aussi sur ton podcast. Oui. Donc, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. Bien, merci, Julien. Donc, je suis Ambeline Becker. J'accompagne depuis 13 ans, quasiment jour pour jour, les dirigeants et les entrepreneurs à réinventer leur leadership pour vraiment redéfinir leur réussite et vivre un alignement intégral à partir de leur essence. Magnifique. On va en parler aujourd'hui. Effectivement, j'ai écrit ce livre Leadership spirituel parce que je pense que c'est un peu le livre que moi j'aurais voulu avoir à mes côtés depuis mes débuts en tant qu'entrepreneur et même à chaque étape de passage entrepreneurial, on va dire. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat est un véritable chemin initiatique, un chemin de reconnexion à notre propre vérité, à notre essence. Et je trouve que c'est tellement plus facile quand on le perçoit de cette façon-là. Donc voilà, c'est vraiment un guide pratique avec des exemples concrets, des outils, des clés, des coachings aussi. Voilà. C'est pas commun, je trouve, de réfléchir au monde de l'entrepreneuriat sous cet angle-là. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces réflexions ? Eh bien non, c'est pas commun, mais justement, je pense que moi, c'est ce qui m'a le plus dérangée. En fait, je pense que c'est ce qui a créé le plus de dissonance de devoir choisir entre l'aspect yang et l'aspect yin, on va dire, derrière l'entrepreneuriat, derrière l'argent, derrière l'épanouissement professionnel. Cette fameuse croyance de devoir choisir entre le bien commun ou le capitalisme et la richesse. Et donc j'ai découvert à travers l'entrepreneuriat que selon moi et selon ma vision du monde, la clé, c'était justement de réunir toutes ces polarités. Et ça commence par les réunir à l'intérieur de soi. Voilà, et que je rencontre tellement en fait d'entrepreneurs, on va dire sensitifs, qui vivent ces dissonances, qui ne se reconnaissent pas dans les normes entrepreneuriales, dans les normes du business, mais qui n'y arrivent pas non plus en suivant uniquement la spiritualité, que voilà, j'ai eu envie de créer un peu ce pont entre les deux. Peut-être que ce serait bien de définir, c'est quoi la spiritualité ? C'est quoi la spiritualité pour toi, Ambeline ? Donc pour moi, la spiritualité, très simplement, c'est d'abord la verticalité, c'est-à-dire la conscience de ne pas être uniquement un corps physique, mais d'être plus que ça. Et ensuite, le deuxième niveau de conscience, c'est la reliance entre tous les êtres, entre toute autre chose dans ce monde, la reliance au vivant, bien évidemment, et peut-être même au-delà de notre planète. Et donc, tu veux dire que les entrepreneurs que toi, tu croises sont dans cette dimension-là ? Ce sont quoi ? C'est des thérapeutes ? C'est des acteurs, toute activité confondue ? Oui, ce sont des entrepreneurs, ce sont des dirigeants qui... alors, soit ils ont entrepris déjà avec cette conscience-là, soit ils ont commencé le chemin de l'entrepreneuriat plus sur l'aspect recherche de performance et de business, mais en fait, ils ont quand même vécu des dissonances et à un moment donné, il y a un épuisement, un burn-out, une perte de sens qui fait qu'on a besoin de revenir et de se re-questionner à l'essentiel. Ouais, forcément, parce que la spiritualité, déjà, elle est quand même une étiquette qui est un peu étonnante, je trouve, en France, autour de la spiritualité. On le rattache très souvent à un mouvement religieux. Oui. Donc, je trouve que c'est quelque part un peu osé, tu sais, de ramener la spiritualité encore plus dans le monde de l'entreprise,
qui est, comme tu disais, un peu beaucoup yang, très cartésien. C'est pas compliqué, en fait, pour toi d'amener cette dimension quand on pense qu'encore 80% peut-être de la population, est très conditionnée à avoir une perception de la vie qui est très loin de tout ça, quoi. Tout à fait. Mais après, ça, c'est un petit peu l'histoire de toute ma vie, d'aller expérimenter les dissonances partout où elles sont. Donc, je suis en train de créer une conférence justement pour raconter ça. Et donc, oui, il y a des dissonances dans le monde entrepreneurial, mais il y a aussi des dissonances dans le monde spirituel. Bah oui. Voilà. Donc des réajustements, il y en a de tous les côtés. C'est quoi les dissonances que tu vois, toi, dans le monde spirituel ? C'est pareil, ce sont des excès et on revient à une forme de maltraitance. Je vois aussi beaucoup dans le développement personnel, il y a beaucoup de maltraitance, il y a beaucoup de culpabilité ou de culpabilisation, surtout par rapport à l'entrepreneuriat. Et puis dans la spiritualité, il y a des abus aussi, de toutes sortes. Ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité. Ah, exactement. En fait, ce sont les mêmes dissonances partout. Ok. Ouais. Parce que c'est pareil dans le monde de cette sphère, du bien-être, du développement personnel. Et puis encore plus culturellement, je trouve en France, le rapport avec l'argent est aussi très compliqué. Donc là, j'imagine que peut-être à travers ton guide et dans ce que tu fais, tu mets un grand coup de pied dans la fourmilière, non ? C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, parce que l'argent est évidemment, quand on est entrepreneur, l'argent est, on va dire, la première source de dissonance, parce que d'un côté, la majorité des entrepreneurs qui entreprennent pour leurs valeurs, on va dire, rejettent l'argent, ou en ont peur de trahir leurs valeurs. Et inversement, ceux qui entreprennent, qui font de l'argent, à un moment donné, s'éloignent de leurs valeurs. Donc l'argent est, on va dire, la première source de dissonance dans l'entrepreneuriat. Donc oui, c'est cette réconciliation, elle passe évidemment par l'argent, mais surtout par notre relation à l'argent, parce que l'argent en soi, ça n'est rien. Donc c'est surtout la relation qu'on a avec l'argent qui est, comme on l'a déjà entendu, qui est notre relation à nous-mêmes et notre relation à toute autre chose dans ce monde. Parce qu'au-delà de ça, toi, comment tu le perçois justement ? C'est quoi cette notion de l'argent pour toi ? L'argent, en fait, pour moi, l'argent en tant que tel, c'est simplement un système de troc. Donc, en fait, ça n'est rien finalement. Mais la relation qu'on entretient avec l'argent, ça va révéler l'estime qu'on a envers nous-mêmes, notre quête d'amour, notre besoin de reconnaissance, etc. Et tous les sacrifices qu'on est prêt à faire pour ça. Quand tu dis pour ça ? Pour l'argent, ou pour recevoir de l'amour, pour recevoir de la reconnaissance, ou pour recevoir de l'argent. En fait, tous les sacrifices qu'on fait, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on pense que c'est de cette façon-là que ça fonctionne, ou que c'est de cette façon-là que c'est bien que ça fonctionne. Voilà. Et c'est vraiment passionnant de voir que tout est miroir. En fait, cette relation à l'argent, elle est miroir de notre façon de fonctionner partout. Tu peux nous donner un exemple, peut-être, pour qu'on comprenne ? Alors, un exemple. Attends, j'essaie de prendre un exemple récent. Par exemple, oui, récemment, j'étais donc en coaching avec une cliente qui voulait absolument, qui sentait qu'elle était bloquée dans son expansion et dans la croissance de son entreprise. Et en fait, en creusant plus particulièrement sa relation à l'argent, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme sentiment d'infériorité par rapport à une personne de sa famille. Je ne vais pas en dire trop pour pas révéler, pour pas aller au-delà de la confidentialité. Mais en fait, sa relation à l'argent et ce qui pouvait freiner le prochain palier d'expansion financière était pleinement le reflet du sentiment d'infériorité qu'elle avait dans la relation à un de ses proches, où en fait elle se rendait compte qu'elle mettait cette personne sur un piédestal et qu'elle faisait toujours en sorte de rester en dessous, pour pas faire de l'ombre quelque part. Voilà, c'est un exemple, mais pourrait y en avoir des centaines. Attends, alors je vais peut-être résumer de manière très synthétique. Ça veut dire que si on est face à une personne qui est bien alignée, centrée avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle pense, en fonction
de sa perception de l'argent et probablement aussi en fonction de ses besoins, finalement, tout ira très bien pour cette personne. Oui, sauf que ce sont des cycles. Donc, des cycles d'alignement. Enfin, je pense que tu sais aussi que sur notre chemin, l'alignement n'est jamais acquis, n'est jamais fini. Donc, on a des cycles et ce que j'appelle, moi, les cycles d'expansion, où il y a 5 étapes. D'abord, il y a la reconnaissance de ce qui est mort, de ce qui est fini, de ce qui a besoin de changer, de ce qui est là et qui a besoin d'émerger. Il y a l'acceptation, l'engagement, notamment dans la transformation et la remise en question. Donc, reconnaître, accepter, s'engager. J'ai un trou de mémoire. Attends, reconnaître, accepter, s'engager, incarner, voilà, évidemment la plus importante. Donc, incarner pleinement, c'est-à-dire être cohérent entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos intentions et nos actions et nos comportements, et œuvrer, c'est-à-dire aller, parce que tout ça va au-delà de soi. Donc, ce sont des cycles, et à chaque fois qu'on va vivre peut-être une perte de sens, une perte de motivation, une baisse d'énergie, etc., il y a une remise en question, en fait, à réopérer, et qui va nous faire repasser par chacune de ces étapes. D'où cette notion d'équilibre qui est chère à mon cœur, d'essayer du mieux qu'on peut, en fait, d'équilibrer un peu tout, quoi, en fait, que ce soit notre vie perso ou pro, à tous les niveaux. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça sous-entend que pendant ton accompagnement, ou ce que tu dis dans ton livre, ou ce que tu fais globalement, est-ce que tu amènes aussi cette idée que moi je défends et que je prône dans mes bouquins, de prendre soin de soi en priorité? Oui, bien sûr, parce que donc derrière le leadership spirituel, je parle des 3 niveaux de leadership, et pour moi, le premier niveau de leadership, c'est le leadership envers soi-même. Donc effectivement, prendre soin de soi, reprendre la responsabilité de nos besoins, laisser aux autres la responsabilité de leurs besoins, et redéfinir nos frontières, ouais, entre autres. Ah ouais, alors ça, les besoins, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que là encore, on en parlait justement avec cette conférence là, avec David, où je posais la question aux personnes qui étaient présentes, est-ce que vous avez une idée de c'est quoi vos besoins? De besoin de quoi, en fait, dans votre vie tous les jours pour être bien, pour être heureux? Et franchement, tu as 2-3 mains qui se lèvent, hein. Très, très peu de personnes. Je leur demande d'être authentiques, hein, d'être vraiment sincérité radicale, quoi. Il y a 2-3 mains qui se lèvent, hein. C'est vrai, mais en fait, dans tous mes accompagnements, je commence par ça, par redéfinir les besoins, parce que on n'a tellement pas appris à mettre de la conscience là-dessus, ne serait-ce qu'à ah bon, j'ai des besoins, tu vois, souvent. Ah bon, moi j'ai des besoins. Je suis pas uniquement là pour m'occuper des autres. Donc oui, effectivement, cette conscience d'avoir des besoins et de les nommer et de prendre la responsabilité de les nourrir. Ouais. Et est-ce que tu vas plus loin? Parce que bon, ça me fait penser un peu, moi, ce que je peux dire aussi de mon côté. Donc moi, je vais plus loin, pour le coup. Tu vas me dire si toi, tu le fais. Mais souvent, je leur pose aussi d'autres questions qui me paraissent des questions vraiment existentielles. Donc, du style, c'est quoi le bonheur pour vous? Si vous êtes marié, est-ce que vous êtes heureux d'être marié? Si vous avez fait des enfants, est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être papa ou maman? Est-ce que vous vous éclatez dans votre job? Est-ce que vraiment vous êtes très content tous les matins de vous lever et d'aller faire votre activité professionnelle, que vous soyez salarié ou entrepreneur? Tu vois, des questions comme ça. Et il y en a d'autres. Est-ce que toi, tu poses aussi ce genre de questions? Oui, bien sûr. Et alors, c'est pas forcément sur la notion du bonheur, mais tout se rejoint. Je vais surtout les re-questionner sur leur définition de la réussite. Parce que, forcément, comme j'accompagne des personnes qui gèrent une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours cette quête de croissance, de performance, de réussite. Et c'est important de la remettre en question aussi. Parce que en fait, 90% du temps, ils se rendent compte que leur définition de la réussite est héritée. C'est pas leur vraie définition. Justement, parce que ça, pour moi, on pourrait faire des émissions en fait là-dessus. C'est quoi la réussite? C'est ça. C'est quoi la réussite pour toi? Pour moi, la réussite, je pense que c'est vraiment être dans ma pleine responsabilité, être la plus proche de ma vérité, de mon essentiel, et de faire de mon mieux chaque jour dans toutes les sphères de ma vie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu entends par ma propre responsabilité? Ma propre vérité, j'ai dit. Et prendre effectivement mes responsabilités, c'est-à-dire agir là où je peux
Et voilà, faire ce que j'ai à faire, en fait, parce que c'est aussi important d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Et donc de faire notre part et puis de laisser le reste. Oui, parce que le mot responsabilité, moi, aiguise un petit peu ma perception. Parce que très souvent, tu sais, je dis que c'est de notre responsabilité citoyenne de prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Et je trouve encore plus, quelque part, quand tu es entrepreneur et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce que je trouve que c'est l'une des clés. C'est-à-dire que dès que tu as vraiment trouvé les outils qui te permettent d'être bien, tu sais, de rayonner, en fait, tout simplement, d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, sans tout le reste, sans ta femme, sans les enfants, sans ta boîte, sans tous les artifices extérieurs, quoi, en gros. Une fois que tu as trouvé ça et que tu es très régulier, tu sais, c'est une forme de régularité, bon, bah après, normalement, tout le reste, ça suit, quoi. Oui, je pense que le plus difficile, c'est cette régularité parce qu'il y a aussi plein de parasites extérieurs tout le temps, que ce soit l'actualité, que ce soit nos relations, que ce soit notre conjoint, nos enfants. Il y a des parasites sans cesse, en fait. Et donc, d'aller trouver cette régularité, cet équilibre, malgré les parasites, malgré le déséquilibre, malgré le chaos économique ou je ne sais quoi, de rester connecté à l'intérieur et trouver notre propre régularité, ouais. Quel challenge, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais l'épisode du podcast Vérité qu'on a fait ensemble parle de cette responsabilité citoyenne. Non, je me rappelle plus. Ouais. Donc, j'invite tes auditeurs à aller écouter. Comment on le retrouve? Podcast Vérité sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ok, ça roule. Podcast Vérité, les amis. Ouais, parce qu'effectivement, je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne sais pas si tu le sais, moi j'ai commencé il y a longtemps maintenant. J'ai commencé il y a 22 ans. Et donc à l'époque, quand je me suis lancé, je pense que j'ai été quand même assez novateur et pionnier sur un certain nombre de choses. En tout cas, je m'en rends compte maintenant. Et ce que je vois, c'est que il y a une semaine, j'étais en Suisse et là, je croise une jeune fille de 31 ans qui est ce qu'on appelle les digital nomades. Tu sais, c'est les nouveaux digital nomades là, qui se baladent partout sur la planète. Et donc, elle n'a pas créé un modèle économique parce que c'est un modèle qui existe déjà depuis très longtemps. Mais tu sais, c'est basé sur l'infoprenariat. Et donc, c'est des outils en fait très spécifiques que ces infopreneurs développent pour créer de la richesse, en fait, tout simplement. Et je sais pas si toutes ces notions te parlent, mais moi, je remets quand même beaucoup en question en fait tous ces principes-là, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même beaucoup pour faire de l'argent, sous couvert d'aider les gens, parce que quand même il y a quand même un peu de ça, tu vois, derrière. Mais je crois que c'est surtout pour faire en fait de l'argent. Et parce que quand je les entends parler, en fait, ils parlent que de ça, quoi. Et donc, c'est quoi ta perception de ce milieu-là? Oui, merci de soulever ça parce que, tu sais, moi, ça fait pas 22 ans comme toi, mais ça en fait 13. Et en 13 ans, le monde entrepreneurial a totalement changé, le monde du développement personnel aussi. Quand je me suis lancée il y a 13 ans en tant que coach, le monde du coaching n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est clair. Et effectivement, depuis, on a vu toute cette tendance de l'entrepreneuriat facile, de l'argent facile, de cette liberté qui nous serait acquise quasiment. Oui. Et oui, et en fait, moi, je récupère un petit peu aussi toutes les personnes qui sont abîmées par toutes ces tendances, par tous ces discours, parce qu'en fait, ils se cassent la gueule, parce qu'ils vivent des désillusions, parce qu'ils s'épuisent, parce qu'en fait, ils se déconnectent d'eux-mêmes, quoi. Donc voilà, et il faut faire attention et il faut vraiment continuer à se faire accompagner, je pense, pour garder son propre discernement. Tu m'étonnes, c'est exactement ce que j'allais dire, le discernement, parce que figure-toi qu'ils sont capables de prendre des crédits de 25 000 €. Ouais, pour payer un coach. Ouais. Ou une formation, ouais. Ouais. C'est dingue, hein, quand même. Hein. Et moi, je dis vigilance, ouais, effectivement, hein, pour les gens qui nous écoutent ou qui vont nous regarder, si à un moment donné, vous êtes approchés ou si, parce que donc c'est plein de techniques de neuromarketing, et tout, etc. Donc, soyez vigilants. Alors, oui, non. Et tu sais, peut-être que, si moi, ce qui m'aide beaucoup et ce que je transmets aux personnes que j'accompagne, c'est il y a une façon d'aller voir si c'est juste ou pas pour soi. C'est si j'investis à cet endroit,
Est-ce que c'est à partir de la croyance que je manque de quelque chose à l'intérieur et que quelque part je vais être sauvée ou je vais avoir une solution miracle? Ou alors si j'investis, est-ce que j'investis à partir d'un plein intérieur? Est-ce que j'investis à partir d'une saine estime de moi-même? Et rien que ça, en fait, ce filtre-là, il peut vraiment nous montrer, nous ramener dans notre discernement. Oui, je pense qu'on pourrait même le ramener avec la notion de la peur. Il se peut quand même qu'il y en a un grand nombre qui prennent ces décisions-là parce qu'en réalité, il y a de la peur en fait derrière, quoi. Oui. Ouais, la peur de ne pas être assez, la peur du manque, de l'insécurité, etc. Bah ouais. Tu sais, moi j'ai remarqué aussi parce que pour moi là on est dans cette grande enveloppe qu'on appelle le développement personnel, c'est le bien-être. J'ai remarqué quand même que, bon, c'est juste mes croyances peut-être. Moi je pense qu'il y a très peu de personnes en réalité qui peuvent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a plein de personnes qui se lancent. Donc c'est-à-dire, je sais pas, je dis un exemple, on a été comptable par exemple, et puis on a vu que dans notre vie de tous les jours, on avait des compétences pour écouter les autres, on avait de l'empathie, de la bienveillance, on s'intéresse au développement personnel, etc. Un jour, on se dit, voilà, le comptable, j'en ai marre, tiens, je vais me former pour devenir naturopathe. Formation, dans le meilleur des cas, en 5 ans, par exemple. Et après, ils se lancent, ils sont naturopathes, et puis ils essaient de développer. Je dis bien, ils essayent, parce qu'on ne les forme pas à être chef d'entreprise, quoi. Donc ça, c'est un bon exemple. Mais globalement, en fait, moi, je pense qu'il y a peut-être au moins 50% des entrepreneurs qui se lancent, ils ne devraient pas faire ça. Ou alors, ils devraient peut-être imaginer autre chose. Tu vois, ils ont peut-être des talents qu'ils pourraient mettre à contribution pour développer quelque chose. Parce que moi, je trouve qu'on a tous des talents innés, mais pas de l'entrepreneuriat, parce que ça nécessite vraiment des compétences très précises, quoi. Oui, tout à fait. Ou alors il faudrait créer de nouveaux modèles économiques, créer de nouveaux statuts juridiques des sociétés et des entreprises aussi, peut-être être plus dans un système de coopérative, etc., pour être ensemble et qu'il y ait un ou une gestionnaire ou un groupe de gestionnaires qui s'occupe de toute la gestion de l'entreprise. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut pas être... c'est difficile, on peut, mais c'est difficile d'être bon dans toutes les casquettes, quoi. Et moi, je me souviens, quand je me suis installée, donc quand je parle d'il y a 13 ans, je suis devenue coach après différentes formations. Après, évidemment, il y a toute l'expérience à développer, il y a la pratique à développer, il y a se connaître dans sa posture de coach. Et il m'a fallu peut-être 3 ans avant de réaliser que j'étais aussi entrepreneur. Ah oui, ok. Tu vois, c'est-à-dire, je disais, quand on me demandait ce que je faisais, je disais, je suis coach. Puis un jour, je dis, mais en fait, je suis aussi entrepreneur, tu vois. Donc oui, et puis être entrepreneur, ce sont des compétences à développer, à acquérir et qui nous plaisent pas forcément d'ailleurs. Carrément, mais même j'ai envie de dire, tu es chef d'entreprise avant d'être coach, quoi. Ben oui, parce que en fait, être coach, c'est juste être la matière première de l'entreprise. C'est ça, exactement. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être que une des particularités, tu vois, moi, je prends mon exemple, quand j'étais plus jeune, on disait que j'étais dispersé, que je partais un peu dans tous les sens, etc. Et en fait, là, je vois tellement c'est utile dans mon entreprise d'avoir cette capacité, tu sais, à faire plein de choses en même temps et à les faire bien, je me le souhaite. Alors que quand j'étais à l'école, on me disait que c'était plutôt un défaut, entre guillemets. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu as repéré dans le monde entrepreneurial les qualités peut-être requises, tu sais, pour se lancer? Ouais, je pense qu'il faut la persévérance, il faut une vision, il faut développer son leadership. Il faut tester, expérimenter, accepter d'échouer, de recommencer. C'est un terrain d'expérience en continu et surtout développer son intuition aussi, sa créativité, bien évidemment des compétences de gestion aussi. Moi, j'ai de la chance, j'ai un bagage école de commerce, donc j'ai des compétences déjà à la base de ça. Mais ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs non plus. Donc, voilà, et continuer à s'entourer, à se former, à s'informer, à suivre aussi, à regarder ce qui se passe. Je trouve que tu vois, pour les entrepreneurs du développement personnel, il y en a beaucoup qui se coupent du monde aussi. Et je trouve que c'est important de rester connecté au monde, en fait, à l'actualité, à ce qui se passe, sans en être impacté. Parce qu'on a besoin aussi de préserver notre énergie,
mais d'aller rencontrer des entrepreneurs qui sont pas forcément du développement personnel, mais peut-être qui sont commerçants ou qui vont avoir une entreprise de bâtiment ou des agriculteurs, enfin peu importe, tu vois, mais sortir un peu de la bulle aussi du dev perso. Oui, mais d'ailleurs, je crois que c'est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise, peu importe le secteur d'activité, c'est que globalement, la majorité, ils sont dans leur bulle, hein. L'idée, c'est de développer la boîte, c'est de faire du chiffre. Et puis, en fait, il n'y a pas trop de vie sociale. Ils ne voient pas trop, comme ce que tu dis, ce qui se passe un peu à l'extérieur, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, quoi. Et je crois que c'est une vraie recommandation, ça, d'essayer du mieux qu'on peut, justement, de se détacher un peu de son guidon, quoi, et d'aller voir un peu ce qui se passe aussi à l'extérieur. Ouais. Carrément. Et puis, en fait, d'exister en dehors de sa casquette de chef d'entreprise. C'est ça, ouais. Et pourquoi pas, hein, parce que moi je pense que ça peut être le cas pour tout le monde, de développer des passions, de chercher une passion, quelque chose qui nous plaît, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, idéalement, mais vraiment, tu vois, pour justement rencontrer d'autres personnes, tu vois, qui sont... Moi, je sais que maintenant, avec le temps qui passe, je préfère m'entourer de personnes qui ne sont pas forcément dans le monde de l'entreprise et qui ne sont pas forcément dans mon secteur d'activité, justement pour avoir d'autres sujets de discussion que, tu vois, que ce que je vis depuis 22 ans dans cette entreprise, quoi. Je trouve que c'est hyper important en termes d'équilibre, justement, quoi. Je me rends compte qu'on n'a pas défini le leadership et je me dis qu'il y a des gens qui peut-être qui savent pas ce que c'est le leadership. Ça veut dire quoi, leadership? Oui, c'est vrai. Alors, le leadership, c'est plein de choses. Souvent, on met derrière le mot leader, le leadership envers les autres, c'est-à-dire le leader d'équipe. Mais pour moi, le leadership, c'est avant tout la capacité, justement, un peu comme on disait tout à l'heure, à reprendre son pouvoir personnel et à prendre ses responsabilités. Donc, c'est d'abord un leadership envers soi-même. Ensuite, il y a effectivement un leadership envers les autres, qui peut être un leadership d'équipe, qui peut être aussi un leadership envers nos clients, envers nos partenaires. Mais on l'a aussi, par exemple, avec nos enfants. Donc, c'est par rapport aux autres. Et pour moi, être leader avec l'autre, c'est aussi de mettre l'autre dans son pouvoir personnel. Donc, ça n'est pas de prendre l'ascendant ni de se sentir supérieur, mais c'est au contraire de devenir un socle, un soutien. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler le leadership spirituel, où on va dire là, on se connecte peut-être à son grand pourquoi, à une mission plus grande, à quelque chose qui, pour moi, le pourquoi, et j'en parle beaucoup dans le livre, c'est un peu le fil rouge de tout notre chemin, aussi bien personnel que professionnel. Et ça donne un sens et une cohérence à toute notre expérience et donc une direction aussi. Ça permet de mieux comprendre où est-ce qu'on va et ce qui nous anime profondément. Et donc, le leadership spirituel, il est au service de ce pourquoi. Donc, tout est déjà là, en fait. Tout est déjà en nous et on se rend compte que rien n'est à propos de nous-mêmes. On est bien d'accord. C'est quoi? On peut recommander de cultiver la foi? Par exemple. Oui, tout à fait. Ça veut dire que dans tes croyances, tu penses qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a une force, comment tu pourrais définir ça, je sais pas, une force qui nous dépasse, qui agit, je sais pas, est-ce que c'est de l'énergie? Moi, je vais te dire, moi, j'ai l'impression d'avoir une team derrière moi, tu vois. Moi, j'ai l'impression d'être missionné, en fait, sur cette planète et d'avoir toute une équipe derrière moi là, qui m'accompagne dans le monde de l'invisible. C'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Toi, ça serait quoi? Comment tu le vois, en fait? C'est quoi? Oui, j'ai un peu la même perception que toi. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, une des facettes de la spiritualité, c'est la conscience d'être relié. Donc, on est reliés les uns aux autres, on est reliés au vivant et on est reliés aussi à ce qui se passe dans le subtil. Pour répondre à ta question, cette force en fait qui agit à travers nous, pour moi, c'est la force de vie. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose qui fait que les plantes poussent, que le vivant évolue ou pas d'ailleurs. Et c'est cette même énergie. On peut dire la vie, on peut dire l'amour, on peut dire le divin. Voilà, chacun y met le mot. Mais donc on a tous cette force en nous. Et quand on trouve cette justesse entre laisser cette force agir et utiliser notre mental pour décider, je pense qu'on
on peut vraiment beaucoup mieux s'épanouir durablement. Ah bah, tu prêches un convaincu. Mais tu sais, moi, je me dis, je mesure maintenant quand même d'avoir eu la chance de grandir dans une famille, en tout cas beaucoup avec ma mère, où on pouvait parler de tous ces sujets très jeune. Donc je mesure, pour moi c'est de la chance maintenant, mais sur le moment c'était compliqué parce que tu sais, je suis né en 78, donc à l'époque j'avais l'impression vraiment d'être seul. Donc ça c'est quand 80, même pas très loin de toi. Ouais. Et donc ça c'était vraiment pas rigolo parce que je pouvais que parler de ces sujets avec ma maman. Maintenant, voilà, tu vois, on est entouré de bouquins, de formations et tout, etc. Mais donc du coup je me dis, comment on fait quand on n'a pas été éduqué comme ça, quand on est ultra conditionné dans nos sociétés à partir totalement à l'inverse en fait de ce qu'on est en train d'évoquer. C'est quoi ta proposition? En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est confronté à des dissonances et qu'on se rend compte que ce sont des dissonances et que quelque chose ne nous convient pas. Donc, je pense que ça part d'une prise de conscience intérieure où on va se mettre en quête d'autre chose, tu vois. On ne sait pas, mais on se dit c'est pas possible que ça soit comme ça. Alors il y en a, ils n'ont jamais cette prise de conscience. Et puis il y en a de plus en plus qui l'ont, voilà. Et il y en a, je pense comme toi et moi, où on a toujours été en quête d'autre chose, en fait, parce que ce qu'on nous proposait, on avait déjà quelque part conscience qu'il y avait une autre façon de faire ou qu'il y avait une autre façon d'être surtout. Exactement. Moi, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. Parce que je me dis, tout part de l'éducation. Oui. T'es maman depuis quelques années. Oui. Et donc, du coup, ce que je me dis, t'imagines quand même si on peut amener ça, le savoir-être, la connaissance de soi, le plus tôt possible. Ça serait énorme. Mais moi, si tu veux, tous ces sujets autour de l'école pour Edgar, qui va avoir 9 ans bientôt, mais ce sujet de l'école est une préoccupation de tous les jours, tu vois. Donc oui, c'est tellement important. Et à une époque, je recevais ton magazine Innovation en éducation. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Tu t'es arrêté à quel numéro, tu te rappelles? Oh, je me rappelle pas. Non. Parce que là, on est déjà au numéro 24. Oui, mais je me suis arrêtée il y a peut-être 2 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est chouette ce magazine. Hein. Si vous ne connaissez pas, les amis, vous tapez Magazine Innovation en éducation. C'est un mag qu'on fait, qui sort tous les 2 mois et on ne le trouve pas en kiosque, c'est uniquement sous abonnement. Ouais. On est pas loin de 4000 abonnés maintenant dans 40 pays. Et ouais, en fait, c'est une autre manière pour nous de semer des graines, d'éclairer, d'apporter de la conscience et des idées aux parents et aux enseignants. J'espère qu'il t'a été utile, quoi. Oui, bien sûr. Puis c'était une période aussi où je faisais l'instruction en famille. Ah, yes, ok. Donc, ça, c'est particulier, l'instruction en famille. Ils sont grandement malmenés ces dernières années. Exactement. C'est un autre sujet. Est-ce que tu arrives déjà à voir, donc tu disais qu'Edgar, c'est son prénom, si j'ai bien entendu. Ouais. Est-ce que tu arrives déjà à voir un peu ses talents innés? Oui, il y a certaines choses. Après, là, on est encore, si tu veux, dans la phase où on essaie de mieux le connaître pour mieux répondre à ses besoins et trouver le meilleur environnement possible. Voilà. Ah oui, ok. Parce que en termes de 10, de troubles, etc., il coche aussi certaines cases sans mettre des étiquettes. Mais ça montre bien une dissonance aussi vis-à-vis du système éducatif, vis-à-vis de... Enfin bon, bref, ça va pas. Et quand ça va quelques mois, ça va plus l'année d'après. Donc voilà, parce qu'il y a aussi une instabilité dans le système éducatif selon les enseignants, selon les écoles. Et ça, je trouve que c'est très perturbant aussi. Là, tu vois, par exemple, dans l'école dans laquelle il est cette année depuis 2 ans, ou 3 ans, c'est sa 3e année dans cette école. C'est une école de village avec des classes à plusieurs niveaux. Et l'année dernière, il était en CP-CE1. Il devait passer en CE2, donc aller avec des CM1, CM2. Il y avait 3 niveaux dans la classe. Et donc, on se disait, ça va résoudre certains sujets. Sauf qu'entre-temps, l'enseignante a changé. Elle est devenue aussi directrice de l'école. Et en fait, la classe est devenue CP, CE1, CE2. Donc, il reste dans la même classe. Ça va faire la 3e année. Et elle applique la méthode Montessori. Ce qui est une méthode en laquelle je crois profondément. Mais pas pour un enfant comme Edgar. Et pas dans une classe à triple niveau, tu vois, parce que les niveaux d'autonomie sont trop différents entre 6 et 8 ans.
Donc Edgar est complètement perdu. Voilà. Et on se dit, et l'année prochaine, s'il reste dans cette école, il va rentrer en CM1 et redevenir dans une classe traditionnelle. Enfin, tu vois, et en fait, je trouve que c'est tellement déstabilisant pour l'enfant. Ah non, mais tellement. Tu vois, en fait, ce que je me dis en t'écoutant, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant par choix. Et donc, ce que je me dis, c'était un peu notamment les réflexions que je pouvais me faire à l'époque quand j'étais en pleine réflexion. Je me dis, tu sais, quand on est un peu dans cette case de personnes un peu éveillées, on va dire que c'est la case des gens éveillés, qui ont conscience de certaines choses. Et du coup, on a conscience, tu vois, que le système éducatif est quand même compliqué, qu'il avance, bien évidemment, mais qu'il avance très lentement. Je me dis, mais comment toi, tu vis ça, en fait, de l'intérieur, tu vois, à t'écouter, je sens que ça a l'air complexe, quoi, tu vois. C'est complexe, et tu vois, tout à l'heure, quand je disais que il y a des parasites extérieurs, en fait, et franchement, l'école est un énorme parasite. Voilà. Parce que d'un côté, oui, on a essayé l'instruction en famille, mais c'est, moi, je ne sais pas faire, en fait. Et puis, je pense que j'étais déjà maman solo. Donc, être maman solo et en plus faire l'école à la maison, à un moment donné, il faut, tu vois, je suis pas superwoman. Donc, accepter aussi ses limites. Mais non, le sujet de l'école, de l'éducation et de créer un environnement réellement soutenant pour l'enfant, pour l'amener dans son plein potentiel et pas le rendre comme un mouton. Tu vois ? Tu m'étonnes, mais oui, c'est ça. C'est un énorme sujet. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, s'il y a autant de dissonance, notamment dans l'entrepreneuriat ou dans le leadership, c'est à cause de l'école, en fait. Ça pourrait. Moi, je pense que c'est plus vaste que ça. Je crois que c'est sociétal. Tu vois, c'est pas vraiment que de la faute de l'école. C'est un vrai projet sociétal, à mon sens, de ramener le savoir-être et la connaissance de soi. Évidemment, sur les bancs de l'école, mais aussi pour les parents. Au niveau des politiques, au niveau des pubs qui devraient nous passer, au niveau des médias. Bien sûr, les dessins animés. Tout, quoi. Ouais, c'est vraiment sociétal. Ouais. Puis c'est la perception qu'on a de l'enfant aussi. Bah oui, c'est ça, ouais. Perception, et tu vois, sur la 4e de couve du livre, il y a écrit vous ne manquez de rien, tout est déjà là. Ah oui. Je pense que moi, j'essaye d'éduquer mon enfant à partir de ça, tu vois. Sans en faire non plus un roi tout-puissant. Mais voilà, d'avoir conscience qu'à l'intérieur, il y a déjà tout ce dont il a besoin. C'est clair. Et qu'il faut qu'il apprenne à déployer ça, en fait. Oui, puis comment tu vas réussir le challenge qui ne soit pas trop pollué par ce conditionnement sociétal. Tu vas trouver le juste équilibre entre la réalité de ce conditionnement et puis toi, en fait, toutes ces notions que tu as envie de lui faire comprendre, en fait, toutes ces petites graines que tu as envie de semer. Ouais. Oui, mais il faut aussi accepter qu'il ait d'autres sources d'informations que nous. Eh ben, c'est clair, surtout à l'heure d'Internet, quoi. À l'heure d'Internet, et puis il y a les copains à l'école aussi qui disent des choses à l'opposé de ce qu'on peut dire, et il a tendance à croire plus les copains que les parents, tu vois. Normal, oui, normal. C'est logique. Ouais. À un moment donné, tu sais, quand je te posais la question de c'est quoi les qualités pour devenir entrepreneur, tu sais, se lancer, à un moment donné, tu as dit plein de choses et tu as parlé d'intuition. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Tout ce que je fais, c'est vraiment purement en suivant mon intuition. C'est des choses que tu abordes. Est-ce que tu en parles dans ton livre? Est-ce que c'est des choses que tu abordes aussi avec tes clients? Oui, bien sûr. L'intuition, pour moi, c'est une de nos premières ressources en tant qu'être humain. Et il y a vraiment cet apprentissage à faire confiance à notre intuition parce que par défaut, on va juger, on va rejeter, on va repousser. Parce que très souvent, l'intuition qu'on reçoit, alors ça peut être par nos... Enfin, on a 4 clairs. Je ne sais pas si... probablement, tu sais ça, mais on a la clairvoyance qui est le plus connu, un premier canal intuitif. Il y a la clairsentence, donc qui passe par le ressenti. Il y a la clairaudience, quand les personnes qui entendent des idées, des sons, etc. Et puis, il y a le clairsavoir. Et donc déjà, d'aller identifier quel canal notre intuition utilise pour venir à nous, parce que c'est pas pareil selon toutes les personnes. Et ensuite, apprendre à faire confiance à ce canal, parce que très souvent, les infos arrivent, mais nous semblent complètement opposées à ce qu'on souhaitait. C'est très souvent irrationnel. Ouais. Et après, c'est notre cerveau qui prend la suite et on commence trop à réfléchir. Moi, je trouve que l'intuition, tu sais, c'est vraiment la première information qui arrive en quelques millièmes de seconde. Donc, c'est très, très furtif. Et après, hop, voilà, c'est le cerveau qui... certains disent c'est l'ego, tu sais, qui prennent la suite. Mais ça, moi, je trouve que c'est un peu comme un muscle, ça s'apprend.
Je sais pas si tu le sais d'ailleurs, c'est le seul institut que je connaisse en France qui s'appelle l'Institut Iris. Il forme qui veut justement à écouter son intuition. C'est quand même fou. Tu connaissais? Oui, je connais. Ouais. Ah ouais. Ok. Là, je trouve ça génial. Là, justement, j'invite le directeur de l'Institut Iris au congrès C'est quoi le bonheur pour vous, pour qu'on parle justement intuition, parce que moi, je trouve que c'est notre meilleur guide dans la vie, en fait, pour tout, quoi. Mais oui, exactement. Et apprendre ça à ses enfants, c'est aussi important. Exactement. Faire confiance à leur intuition. C'est ça. Et ça, comment tu fais pour transmettre ça à Edgar? Je l'ai toujours fait, même tout petit, en fait, parce que des fois, il me sortait des idées comme ça, qui s'avéraient juste, où les choses arrivaient, il y avait un peu de médiumnité. Et donc, je lui avais expliqué que c'était son intuition et qu'il avait raison de suivre son intuition parce qu'elle a toujours raison. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est comme un muscle, tu sais, je m'amuse avec. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu as envie de prendre des gros muscles, tu vas dans une salle de muscu, tu as envie de développer ton intuition, éclate-toi avec, mais que ça devienne un jeu, tu sais, de s'amuser avec. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Oui, puis parfois, c'est pas facile c'est pas la facilité que de suivre son intuition. Ah non, c'est clair. Ah ouais, non, j'allais dire, même après 46 ans de pratique, je me plante encore, hein, je l'écoute pas tout le temps. Et à chaque fois, quand je l'écoute pas, je me dis, voilà, tu vois, fallait encore t'écouter. C'est ça. Ouais. Mais parfois, tu l'écoutes et tu te plantes. Mais parce que ça fait partie aussi du process. Alors ça, c'est plus rare, mais effectivement. C'est jamais arrivé? Enfin, je veux dire, tu te plantes dans le sens où tu suis ton intuition et ça te fait vivre, par exemple, un échec ou. Ah non, ça pas forcément. C'est pas. Enfin, suivre son intuition, ça n'amène pas. C'est pas c'est pas le chemin tout tracé vers la réussite et le succès, quoi. Tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je veux dire. Tu vas te planter, mais par contre, ça va t'aider pour après autre chose. Oui, exactement. Ouais. Oui, bien sûr. Exactement. Justement, alors ça, tu en parlais aussi dans la définition de l'entrepreneur. Les qualités de l'entrepreneur, tu parlais de persévérance. Moi, en filigrane derrière, j'entendais avoir la niaque. Moi, je trouve qu'il faut, il faut avoir la niaque en fait quand tu te lances. Ah oui. Ouais, c'est vraiment. Et ça, chez les entrepreneurs spirituels, c'est souvent ça qui manque. Oui, tout à fait, ouais. Et la persévérance, parce que pour moi, la persévérance va avec la rigueur, va avec la discipline, va avec la régularité. Et là, je trouve que on est quand même globalement pas tous logés à la même enseigne. Moi, je vois, tu sais, dans mes conférences, quand je parle de rigueur, de discipline, les gens, ils se cachent, quoi. Et oui. Mais c'est ça aussi, prendre ses responsabilités. C'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est de la persévérance, Alors, moi, j'ai fait 14 ans de danse classique, donc j'ai eu la chance d'apprendre tout ça dans tout mon parcours, finalement, parce que j'ai commencé, j'avais 4 ans. Trop bien. Et oui, alors ça a fait des dégâts aussi, mais c'est des qualités que j'ai développées et qui sont tellement précieuses. Ça a fait des dégâts, tu veux dire corporels, j'imagine? Ça a fait des dégâts corporels, on va dire que non, c'est plutôt mieux. Mais non, parce que dans la danse, il y a une maltraitance physique et psychologique. Ouais. Ah ouais, ok. La danse est un milieu avec beaucoup de perversion. Ouais, donc j'en parle un petit peu dans le livre et je crois qu'Aurélie Dupont est aussi en train de dénoncer certaines choses. Sachant qu'en fait, j'ai commencé la danse classique parce que j'ai rencontré Aurélie Dupont, j'avais 4-5 ans. Donc, d'accord. Oui, parce que j'allais dire, faut bien préciser peut-être la danse classique, parce que c'est pas peut-être le cas dans toutes les danses. Alors, ça se retrouve quand même. Ok. Mais oui, effectivement, dans la danse classique, il y a il y a beaucoup de maltraitance. Mais bon, enfin, la danse est un milieu psychologiquement difficile. Après, je pense que c'est aussi le cas dans tous les sports de haut niveau, hein, tu vois. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Mais c'est là où je pense, c'est là où parce que moi j'ai fait du kung-fu, tu sais, pendant 14 ans, et donc, forcément, enfin, non, il n'y a pas de maltraitance pour le coup. Encore que moi j'avais des amis où leurs parents, pour moi, les maltraitaient parce qu'ils voulaient absolument qu'ils deviennent champions de France. Donc il y avait une grosse pression, tu vois. Pour moi, ça c'est de la maltraitance. Mais notre maître, lui, c'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est un peu comme toi. Moi, c'est tout ce que j'ai pu développer au kung-fu en termes justement de persévérance, d'endurance, de régularité. Évidemment, ça fait partie de ma vie maintenant. Et je vois bien que c'est un beau cadeau en réalité. Ça m'aide dans tellement de choses. Et moi, je pense que,
tu vois, si j'étais parent ou si j'avais une recommandation pour les parents, c'est justement d'essayer de trouver le plus tôt possible avec l'enfant ou les enfants, ça, tu vois, une passion, quelque chose en fait sur lequel ils vont se sentir bons, dans lequel ils vont prendre confiance en eux et dans lequel ils vont développer un peu tout ce qu'on pourrait apprendre dans l'école de la vie. Tout à fait. Et apprendre à persévérer aussi, là. Parce que moi, je connais tellement d'enfants qui essayent pendant 6 mois, qui disent non, je veux arrêter, et les parents arrêtent. C'est vrai. Je trouve que c'est dommage. Des fois, il faut essayer pendant plusieurs années avant que l'enfant développe vraiment ses compétences et que surtout, il développe son plaisir dans certains sports ou dans certaines activités. Exactement, encore plus là dans les générations où tout doit être immédiat, tu sais, on est vraiment dans l'immédiateté. Donc ton fils, il est en plein dans cette génération. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il a trouvé quelque chose, lui, Edgar? Il a réussi à trouver un truc qui lui plaît? Ouais. Edgar, il fait du judo depuis 3-4 ans. Et pareil, à un moment donné, il voulait arrêter. On a insisté pour qu'il continue. Et il a commencé un petit peu de compétition. Et c'est ce qui, justement, je pense que c'est ce qui lui manquait. Ah, d'accord. Et puis, il fait beaucoup de sport, Edgar. Il adore. Enfin, il fait des stages souvent. Donc, il fait du ski, il fait du surf. Là, il voudrait commencer le breakdance, tu vois. C'est bon. Voilà. Mais donc, il y a les sports et les activités quotidiennes ou de toute l'année. Et puis après, l'été, on fait en sorte de lui faire pas mal de stages. Ouais. Il est très bon en surf, par exemple. Mais le surf, c'est compliqué à faire toute l'année. Ok. Tu vois, je te pose ces questions parce que je ne sais pas si toi, tu te rappelles quand tu étais plus jeune, mais maintenant, moi, je le mesure maintenant. En fait, tu sais, quand on est donc peut-être dans l'âge d'Edgar, il y a des choses qu'on fait naturellement et qui parfois, en fait, paraissent un peu curieux aux yeux des autres ou aux yeux des parents. Et c'est très souvent ces compétences-là qui sont hyper naturelles qu'on va utiliser, en fait, plus tard, soit pour créer une boîte, soit dans le monde du salariat. En tout cas, on va être attiré par quelque chose qui finalement va faire partie de ce qu'on faisait quand on était jeune, sans trop s'en rendre compte. Tu perçois ça? Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, dans la façon qu'on a eu, nous, d'être éduqués, ou nos parents, nos grands-parents, etc., il y avait beaucoup d'inhibition. Oui. Donc, fallait surtout pas avoir de désir, de rêve. Non, fallait travailler, avoir des bonnes notes à l'école et trouver un métier pour gagner de l'argent. Voilà. Et remercier ton patron, parce que c'était... Oui, exactement. Donc, et puis, il fallait rester fidèle à son employeur. Exactement. Voilà. Mais bon, je pense que le monde a quand même été pas mal révolutionné sur ces notions-là. Et puis qu'on a de toute façon aujourd'hui des enfants qui refusent ce modèle d'éducation-là. Donc, de toute façon, on a des enfants qui ont déjà une certaine conscience et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Donc, c'est assez explosif. Hein. Oui, je veux bien le croire. Donc, C'est ce que je vois aussi des nouvelles générations. Alors, pour moi, c'est 20-35. J'ai envie de dire, ils ont compris d'autres choses que nous, bien évidemment. Et je vois bien, en fait, tu vois, par exemple, l'idée de se marier, bof. L'idée de faire des gamins, ouais, pas trop. Par contre, l'idée de voyager, l'idée de donner du sens, l'idée de se sentir utile dans la société pour la planète, ça, oui. Ouais, mais il y a aussi une espèce d'urgence. Moi, j'ai souvent des discussions comme ça avec mes belles-filles et effectivement, il y a une espèce d'urgence où il y a cette question que, de toute façon, ça se trouve, dans 5 ans, on est tous morts. Donc, en fait, autant vivre pleinement maintenant. Tu vois? C'est vrai, ouais. C'est ce que je ressens aussi de cette génération. Ouais. Je sens qu'ils ont envie de kiffer, tu vois. C'est pour ça que cette étiquette-là de digital nomade, je trouve, leur va bien pour ceux qui ont envie de se lancer dans cette expérience. Parce que, oui, en fait, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en déplacement, en voyage, plein de découvertes. C'est pas pour rien qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Moi, j'y crois vraiment fermement. Hein. Carrément. Puis pas que la jeunesse, ça forme la vieillesse aussi. C'est vrai. Mais tu vois, il y a aussi ceux qui choisissent de vraiment vivre intensément aujourd'hui, dans le présent. Mais il y a aussi ceux qui, au contraire, tu as l'impression qu'ils n'ont plus de vie à l'intérieur. Qui se laissent complètement happer par les écrans, par le digital. Il n'y a plus de vie, en fait. Donc, tu vois, c'est un peu à double tranchant. Ah oui, de toute façon, ça sert à rien de vivre parce que de toute façon, demain, la planète n'existera plus, tu vois. Enfin, c'est un peu extrême. Non, mais c'est un peu ça. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a tellement un poids et une pression
des médias par rapport à ça, qui ont toujours été dans le trip de véhiculer des informations anxiogènes et alimentées par la peur, etc. Mais plus les années passent et plus j'ai l'impression que tu vois, ça fait que croître, quoi. Ils ont bien compris qu'en maintenant une population sous la peur, bah, c'était plus simple en fait de faire passer de nouvelles choses, de faire des nouvelles propositions, qui consomme plus, etc. Exactement, exactement. Et c'est un petit peu, pour revenir à la définition du leadership, tu vois, un leader choisit la peur ou l'amour. Oui, magnifique. Un leader est au service de la peur ou de l'amour. Tout à fait. C'est ce que je dis aussi, ouais. Et c'est une belle transition parce que je voulais qu'on termine sur l'amour, qui est pour moi un sujet qui me passionne depuis une trentaine d'années. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur l'amour. C'est tellement vaste, tu sais, comme notion. Et j'ai l'impression que pour une grande majorité, quand on parle d'amour, on pense tout de suite au couple. Alors que pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une énergie, déjà, à mon sens, dans mes croyances, à la base. Et c'était la question que je voulais te poser. C'est quoi l'amour pour toi ? Oui, c'est une vibration. Tout à l'heure, pour moi, je te parlais de cette force, en fait, qui est la force du vivant. Et pour moi, c'est l'amour, en fait. C'est l'énergie qui est au cœur de tout, qui est à la base de la création de notre monde. Et je pense qu'on est peut-être tout juste en train de commencer à l'étudier, à le découvrir. Mais je pense qu'on ne sait rien, en fait. C'est clair. Tu vois, en t'écoutant et en posant la question, j'étais en train de me dire, est-ce que ça fait pas un peu New Age, tu sais, de percevoir l'amour de cette manière ? Parce que moi, c'est comme ça aussi que je le perçois, et puis encore beaucoup plus que ça. Mais je me demande si c'est pas New Age. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, après, dans le côté New Age, c'est en gros, c'est on est tous là pour s'aimer et faire l'amour ensemble, quoi, en gros. Ouais, alors ça, c'était l'époque des hippies, donc j'irais peut-être pas jusque-là, quoi. Puis on va prendre des extas aussi, puis voilà. Non, je pense que l'amour est au-delà d'un sentiment amoureux. L'amour, pour moi, va bien au-delà d'un sentiment. D'ailleurs, je te rejoins en disant que c'est une force, c'est une énergie, c'est une vibration, ça peut être une détonation aussi. Voilà, c'est aussi de cette façon que je définis le divin. Donc, voilà. Mais c'est difficile à expliquer. C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, moi, je me suis mariée cette année, tu vois. Cool. Donc, il y a aussi cette notion d'amour-là, dans le sens union. Ouais. Pas forcément l'union amoureuse, mais l'union dans le sens nous sommes unis les uns aux autres. Et donc il y a aussi ça derrière l'amour, et je pense que c'est un petit peu, choisir la peur ou l'amour, c'est ça. Si je choisis l'amour, je choisis la réunion aussi bien de toutes mes facettes, de mon ombre et de ma lumière, mais je choisis aussi de guérir mon lien à l'extérieur de moi, aux autres, à la nature, etc. Donc c'est choisir l'unité et l'union. Est-ce que tu mets cette énergie, l'énergie de l'amour, est-ce que tu la mets quand tu as écrit ton livre, quand tu es avec tes clients, quand tu es avec ton chéri, quand tu es avec ton enfant? Est-ce que tu mets cette énergie? Moi, j'essaie de mettre ça partout, quoi. Oui, alors le plus difficile, c'est de la mettre au sein du day-to-day familial, tu vois. Yep. Parce que je suis aussi humaine et que j'ai aussi des émotions des fois qui me dépassent. Ouais. Et que je pense que comme beaucoup de mamans ou comme beaucoup de parents, nos enfants savent toujours appuyer exactement sur les boutons qu'il faut, tu vois. Oui, ça fait partie de l'initiation de la parentalité. Mais oui, en fait, voilà, juste avant de me connecter avec toi, je pose l'intention d'être au service de l'amour et de la guérison du monde dans cette conversation. Donc voilà, c'est de se laisser cette autre force ou cette force tout court agir à travers nous, à travers ce qu'on dit, à travers l'énergie qui passe à travers notre conversation, parce qu'il y a aussi ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas dans ce direct. Donc évidemment, le livre, ça a été ça aussi. À chaque fois que j'ai un rendez-vous avec une personne, que ce soit une cliente ou pas d'ailleurs, je pose toujours cette intention. Voilà. Merci Ombline. Ouais, je pense que c'est vraiment, si on pouvait tous faire ça chacun à notre niveau,
Je suis persuadé que notre société serait très différente. Parce que là, on parle juste, tu vois, d'une intention. L'intention de mettre de l'amour dans tout, quoi. Ça me semble accessible quand même pour beaucoup d'entre nous. Après, c'est une intention et puis le mettre en place. Ça va vite, Ambline. Comment on fait pour te contacter, les gens qui aimeraient se faire accompagner par toi? Comment on fait? Avec plaisir. Écoute, il y a mon site nous.ceo, donc nous.ceo, sur lequel on va trouver le podcast Vérité, le livre Leadership spirituel et puis également des ressources inspirantes, notamment autour du leadership, du pourquoi et de la relation à l'argent. Excellent. Et si on tape Ambline Baker, pareil, on tombe direct sur ton site, j'imagine? Oui, sur Google, tout à fait. Ouais, ok. Ouais. T'es sur Insta, LinkedIn, Facebook? Je suis sur tout. Insta, LinkedIn, Facebook. Pas TikTok, tout ça, mais... Ah, ok, ça va venir. Ouais. Faut t'y mettre, Ambline. Faut t'y mettre, Ambline. Écoute, je pars du principe que j'ai pas besoin d'être partout. Merci Ambline pour cet échange. Merci à toi, Julien. Merci. Avec joie. Belle fin de journée et à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Ambline Baker. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours intéressant, hein, tous ces sujets de discussion. Le leadership spirituel, c'était pas un sujet que j'avais encore évoqué. Voilà, bon, il y a plein de notions évidemment autour de la spiritualité, de l'intuition, de l'éducation qui me sont chères et bien plus que ça. Donc, je vous invite à taper Ambline Baker dans un moteur de recherche et vous tomberez sur son site. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là qu'on est en train d'organiser le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. La billetterie est ouverte, donc si vous voulez prendre vos billets, vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez tout de suite sur le site internet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Moi, je vais d'ici une petite heure sur un plateau télé. Je vous montrerai tout ça si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.